Vous cherchez des produits de franc-maçonnerie de qualité pour votre loge ou obédience? Découvrez noscolonnes.com, la boutique en ligne créée par des jeunes entrepreneurs francs-maçons. Aujourd'hui, Nos Colonnes compte plus de 10 000 clients et plus de 5 000 produits, tout grade et tout rythme, fabriqués à la main. Nous vous offrons des tarifs préférentiels pour les loges et obédiences, ainsi que des articles personnalisés comme des tabliers, maillets, gants et plus encore. Et pour vos événements francs-maçons tels que des convents, assemblées générales ou rencontres, nous vous proposons un sponsoring complet. Visitez dès maintenant nos-colonnes.com et découvrez tous nos produits de franc-maçonnerie de qualité. Émission numéro 68. Et j'ai mon frère Sylvain qui est de retour après 2 mois à peu près. Ça fait quand même... Ça fait 2 mois. Ah oui, c'est ça. Ça fait un certain temps qu'on t'a pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que là, aujourd'hui, on aurait dû quand même être 3. Mais là, notre sœur Claudia s'occupe de bébé, donc elle ne pouvait pas être là. Donc, ce qu'on va faire, on va alterner disons, entre papa et maman. Mais toi... Comment ça va, mon grand ami? Moi, ça va très bien. Ouais. J'ai été très occupé de janvier jusqu'à mars. En fait, j'avais le colloque sur la fraude à Montréal dont j'étais l'organisateur. Donc, ça m'a demandé beaucoup de temps de préparation. Finalement, ça a été un succès. Alors, ça a été très occupé. Et ça allait encore là, jusqu'à la fin avril. Dans mon travail, oui. Et le mois de mars étant le mois de la prévention de la fraude, bien, pas besoin de te dire qu'on était très occupés. Très occupés. Écoute, moi, je vois le travail que tu fais. Je trouve ça très admirable. Puis en plus, ce que j'ai su, c'est que là, tu fais quand même tu pars des projets avec des frères aussi et tout ça. Ça a l'air super intéressant. En tout cas, je sais que dans le futur, tu vas peut-être faire des annonces, là. Et c'est drôle parce que la dernière émission, qui était l'émission numéro 67, qui est sur l'intelligence artificielle, ça aurait été intéressant finalement de vous voir là parce que si on peut faire rapidement un retour, parce que j'ai eu quand même beaucoup de commentaires sur cette émission-là. Les gens ont été agréablement surpris, mais en même temps, ils ont été aussi un peu... certains ont très peur de toutes les répercussions, qu'est-ce qui peut se passer. C'est ça, autant que ça peut faire des belles choses, autant que ça peut faire des mauvaises choses. Donc, tu vois, nous, on s'est unis quelques frères ensemble, avec des chercheurs aussi qui sont des frères, des professeurs, pour développer une intelligence artificielle qui est vraiment en respect avec l'éthique. Donc, qui ne sera pas pour des fins d'espionnage ou de contrôle de la population. C'est vraiment dans le but de lutter contre la fraude, puis amener des bonnes choses, en fait. Ben, c'est ça aussi que les gens, beaucoup de les gens, les premières réactions que j'ai pu voir, c'était ils disaient, l'intelligence va dominer le monde. On est déjà contrôlé par l'intelligence artificielle et tout ça. Puis moi, je dis non, à la place, utilisons l'intelligence artificielle comme un outil. Pour moi, on est rendu dans l'air, comme dans Star Trek. Hier, à la maison, on écoutait ensemble le dernier épisode de Star Trek Picard. Et on peut voir que dans Star Trek, souvent, on va dire, OK, ordinateur, crée-moi ça. Ordinateur, analyse telle situation. Puis là, l'ordinateur fait tout le travail. Puis finalement, qu'est-ce qu'on peut voir avec ChatGPT, avec tous les outils, on s'en va vers ce côté-là. C'est sûr que, je dis toujours, c'est comme un couteau. Un couteau, tu peux tuer quelqu'un comme que tu peux couper de la viande ou de la volaille, peu importe. Là, donc, ça dépend toujours de l'intention que tu fais derrière cet outil-là. Tu sais, les gens qui ont une intention de vouloir dominer sur les autres, c'est là qu'il y a le problème avec l'intelligence artificielle. Et, par exemple, dans le domaine de la fraude, les fraudeurs ont été les premiers à utiliser l'intelligence artificielle pour des fins
fins de fraude. Là. Ah oui. Puis, par exemple, si on pense au deepfake voice, ils sont capables de reproduire à partir d'une image la voix d'une personne, puis tout ça. Donc, imagine, c'est un problème. Et on a constaté aussi que les pays qui font l'objet de sanctions économiques de la part du gouvernement du Canada, eh bien, engagent des écrivains, des hackers, soit pour attaquer et affaiblir économiquement la population canadienne, ou même faire des fausses nouvelles, donc de la désinformation. Donc, aujourd'hui, quand on regarde une nouvelle, bien, c'est difficile de voir, bien, est-ce que c'est vrai? Si on voit, par exemple, Biden ou Trump qui font une déclaration, mais est-ce que c'est vraiment eux ou c'est un deepfake voice qui est en arrière? Ouais, c'est ça. Donc, par exemple, les projets sur lesquels on travaille, là, un groupe de frères ensemble qui, au niveau international, bien, c'est justement à détecter ces deepfake voice-là parce qu'il y a des caractéristiques qui appartiennent à la voix humaine que les robots ne sont pas capables de reproduire. Pour le moment. Pour le moment, oui. Pour le moment. Donc, c'est assez épeurant ce que ça peut faire l'intelligence artificielle entre de mauvaises mains. C'est comme l'arme nucléaire. Hein, quand ça a été inventé, ça n'a pas été trop long qu'on s'en est servi contre l'humanité, mais ça va être pareil aussi avec l'intelligence artificielle. En tout cas, je pense qu'on va pouvoir peut-être en approfondir un petit peu plus tantôt. Mais avant, on a oublié d'aller dans les nouvelles. Je voulais juste... on a parti parce que justement, c'était un sujet chaud, mais j'aimerais ça peut-être qu'on en revienne rapidement. Oui. Mais avant ça, Sylvain, tu voulais, je pense, partir d'une nouvelle tradition. Tu me dis, Franco, ouvre-nous une bouteille de vin. Donc là, aujourd'hui, on a... j'irai prendre la bouteille. On a une belle ruche Côte-du-Rhône, donc appellation d'origine protégée. Donc, Monsieur Chapoutier. Donc, c'est un 2021 là, pour ceux et celles qui vont voir ça. Je pensais que c'était un 1921. Ouais, j'aurais dit que tu nous passes ton vieux stock. Ouais, c'est ça. Je pense mes vieilles bouteilles, mais donc... et donc, donc, Sylvain, ben, je te dirais, santé, mon frère. Très heureux. Santé à tous nos frères et nos sœurs qui sont de par le monde et qui nous écoutent. Oui. Donc, un grand merci à tout le monde. Effectivement, on a toujours tout plein d'auditeurs. Tu vois, comme présentement, notre compte YouTube, on est à 2620 abonnés, plus de 224 000 vues sur nos vidéos. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus, si vous voulez nous encourager, c'est de faire le petit like sur notre vidéo présentement, si vous aimez ça, ou de tout simplement vous abonner, parce que la plupart, on parle d'à peu près 80% de nos vues, c'est des gens qui ne sont pas abonnés sur notre chaîne. Donc, si vous abonnez, ça nous aide, ça vous aide aussi à avoir toutes les dernières nouvelles. Donc, faire un petit like, abonnez-vous, c'est toujours merveilleux. Et justement, ben, santé à tous nos auditeurs. Donc, effectivement, un grand merci. Puis d'ailleurs, parlant d'eux, en fait, je vais prendre une petite gorgée en premier, parce que je n'ai pas pris de gorgée. Oh. Très bon vin. Très, très, très bon vin. Très bon vin en bouche. Dans les nouvelles, en fait, encore une fois, Sylvain, tu n'étais peut-être pas là durant... Non, tu n'étais pas là durant les deux derniers épisodes. On a eu un nouveau commanditaire, hein? Notre commanditaire qui s'appelle no-colonne.com, qui est un fournisseur de régalia maçonnique. Vincent, qui est un frère sensationnel, vend des bons produits de qualité. Puis d'ailleurs, ce soir, je m'en vais en loge, hein, en fait, pour notre rite écossais rectifié. Et notre loge Humilité Fraternité a une triple initiation aujourd'hui et ils m'ont demandé d'acheter Régalia. Donc, j'ai acheté les Régalia justement de no-colonne.com et d'ailleurs, je l'ai montré un des tabliers, donc un beau tablier de maître de belle qualité. J'ai rarement vu des bons produits comme ça. Et pour moi, tu sais, il y a un aspect important en loge, c'est que quand on est en loge, on doit quand même être très bien habillé et ça inclut aussi des gants de qualité, des tabliers de qualité. Et c'est pour ça que ben, moi, mes régalia que je vais acheter, ben, je vais les acheter sur no-colonne.com. Donc, si vous avez en fait, vos loges ont des besoins et tout ça, ben, je vous invite à aller voir. Puis vous direz bonjour à Vincent, vous envoyez un message, vous direz que c'est Franco qui vous envoie. En fait, Franco et Sylvain qui vous envoient. Et je suis pas mal sûr qu'il va très bien vous servir. Et donc, c'est ça. Donc, vous irez voir cette belle boutique. C'est des gens super sympathiques. Et peut-être, éventuellement, je dis ça encore une fois comme ça,
peut-être qu'ils vont avoir peut-être des chandails sous le bandeau un jour. Je lance ça comme ça. Je n'en ai pas encore parlé à Vincent, mais ça pourrait être intéressant. Peut-être même des livres maçonniques québécois. Ça pourrait être le fun aussi parce qu'ils vendent aussi des livres maçonniques. Donc, vous irez voir ça. no-column.com. Et aussi dans les nouvelles, Sylvain, tu sais que le mois prochain, je fais ma fameuse tournée internationale mondiale. Donc, je retourne en Europe, du 12 au 28 mai. Donc, je pars de Montréal le jeudi, le 11 mai. J'arrive à Paris le 12 mai. Cette même journée-là, je devrais soit prendre une voiture ou soit prendre le TGV avec mon frère Nicolas et on va se rendre à Lille pour, le salon maçonnique de Lille qui est organisé, si je me souviens bien, par des organisateurs de la Grande Loge de France. Et le vendredi, il va y avoir une soirée, et je sais que tu vas être jaloux, mon frère Sylvain, il va y avoir une soirée humour maçonnique organisée par Philippe Benamou, qui est un grand ami et en même temps qui est l'auteur aussi de la franc-maçonnerie pour les nuls. Donc, j'ai été invité aussi pour ça. Donc, là, j'ai déjà dit à Philippe, j'ai dit, Philippe, là, bon, je vais parler à Sylvain qui va me préparer quelques blagues maçonniques québécoises. Là. Donc là, je vais prendre ça, puis je vais dire, c'est au nom de Sylvain, puis je vais donner ton numéro. En québécois, on dit, on va faire un numéro, un number pour un spectacle humoristique. Je te promets de garder mon téléphone ouvert et maçonnerie activée. Eh oui, c'est ça, maçonnerie, bon. Ça, c'est une joke de base, mais Sylvain va en concocter d'autres. Donc, c'est ça. Donc, le vendredi, il va y avoir un spectacle d'humour maçonnique. Le samedi et dimanche, il va y avoir plusieurs conférences maçonniques. Ma conférence que je vais faire, je crois, c'est une des dernières qui va avoir lieu le dimanche et qui va être animée par Roger Daché, qui est quand même un auteur de renommée qui a fait plusieurs livres maçonniques sur plusieurs rites, en fait, dont le rite écossais rectifié, le rite écossais ancien accepté et tout ça. Donc, ça va être fort intéressant. Je vais mettre le lien en dessous de l'écran là, présentement et vous irez me voir. Vous viendrez me dire bonjour. Je vais faire des vlogs. Je vais faire des vlogs pendant ce temps-là. Puis par après, après le salon maçonnique en fait de Lille, je vais revenir à Paris. Je risque d'aller voir mon frère Franck Fouqueray parce que, je veux dire, ça fait quand même assez longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais en fait, je l'ai vu par Zoom, je l'ai jamais vu en personne, donc on va se faire une petite soirée, probablement un autre vlog qui va avoir lieu là. Je vous envie. Je sais, il manque juste toi, Sylvain, il manque juste toi. Et par après, je vais partir pour la Turquie, donc je vais aller me rendre à Istanbul pour le Clipsas qui va avoir lieu du 17 mai au 21 mai. Et donc là, ça va être quand même une belle semaine avec tout plein de frères et sœurs d'un peu partout à travers le monde. Je t'avoue que je suis quand même un peu inquiet de la situation géopolitique en fait qui se passe en Turquie. Je ne l'ai jamais caché à tout le monde. Pour moi, le fait qu'on va avoir en fait les élections de la Turquie 2 jours avant que moi, j'arrive là-bas à Istanbul pour le Clipsas, m'inquiète un petit peu, mais je sais que les frères et sœurs de la Turquie vont tout faire en sorte pour qu'on soit en sécurité. Donc, ça devrait bien se passer. Je touche du bois, qu'on pourrait dire. En bon québécois, là, je vais toucher du bois pour que ça se passe bien. Puis, je suis convaincu que ça va bien se passer. Mais il y a quand même ça, des fois, qui peut un peu m'inquiéter, cette situation-là. Nous, au Canada, les situations géopolitiques, des manifestations, oui, on va en avoir, mais on n'aura pas d'émeutes. On est quand même très, très passif comme peuple, là, malgré que... Tu demanderas à Pierre d'être à l'aéroport. Oui, c'est ça. Que tu touches du bois. C'est ça. On salue notre membre Patreon, notre illustre patron. Donc, oui, effectivement, je vais attendre que Pierre soit là. Mais c'est ça. Donc, ça va être un beau voyage. Puis par après, du 22 au 28, je vais être disponible. Je vais probablement retourner à Paris parce que mon vol de retour vers Montréal va venir de
de Paris. Donc, s'il y a des frères et sœurs qui sont intéressés, vous me lâchez un petit message en privé, puis on pourra regarder qu'est-ce qu'on peut organiser. Il y a des rumeurs qui disent que je pourrais peut-être retourner à Tours. Il y a quand même des loges qui voudraient me voir depuis la dernière fois qu'on a fait des vlogs là-bas. Si vous voulez que je vienne en Belgique, vous me le dites. En Grèce, j'ai jamais été voyager en Grèce. Fait que si vous voulez que je vienne, invitez-moi en Grèce, ça me fait plaisir d'aller vous voir. Mais je suis disponible pour une autre semaine, donc il n'y a pas de problème. Puis les vols d'avion, ça coûte pas cher en Europe, on s'entend, là, tu sais. Donc, je suis bien ouvert à ça. Donc, mes frères et sœurs, je vous envoie une invitation. Si vous voulez me voir, invitez-moi, puis je vais me déplacer, puis ça me fait plaisir. Donc, c'est pas mal ça, je te dirais, dans les nouvelles. Mais il y a une autre grande nouvelle aussi qui est arrivée suite au convent de la Grande Je sais pas. Je sais pas de quoi tu parles. C'est quoi je parle? Il semblerait qu'on a eu un nouveau grand maître qui a été élu. Effectivement, je ne le connais pas, ce grand maître. Est-ce que tu le connais, toi? Oui, je l'ai en face de moi. Ah oui? C'est moi! Ben oui, c'est ça. En fait, j'essaie de pas trop en parler durant les 2 derniers épisodes parce que je voulais en parler avec toi. Effectivement, donc j'ai été élu à l'unanimité en plus, grand maître de la Grande Loge Génie du Canada, et j'ai aussi devant moi en fait le premier grand maître adjoint, mon frère Sylvain de la Grande Loge Génie du Canada. C'est le fun, de voir qu'on continue à faire ce chemin-là. Pour les auditeurs, peut-être qu'ils ne le savaient pas nécessairement, il y a 3 ans de ça, c'était moi le premier grand maître adjoint. Toi, tu étais le deuxième grand maître adjoint. Puis là, finalement, moi, je suis passé grand maître, puis toi, tu as monté premier. Donc, c'est un peu... c'est drôle parce que on suit... je crois pas que c'est nécessairement comme ça pour toutes les obédiences, mais quand on va en loge bleue, habituellement, il y a toujours une suite dans les fonctions. C'est pas comme je dis, c'est pas toujours parce que en tant que tel, c'est les frères et sœurs qui vont voter pour le collège d'officiers en loge. T'sais. Mais logiquement, habituellement, quand on fait deuxième surveillant, premier surveillant, après ça, on devient vénérable maître. T'sais. Et ça vient la même chose finalement à la grande maîtrise. Là, même s'il y a des prérequis, c'est pas nécessairement obligatoire. Il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent se présenter. Mais je trouve ça un grand challenge. Comme j'avais dit à tous les frères et sœurs, attendez-vous pas que je sois parfait. Je vais faire des erreurs, c'est sûr et certain. Mais le but, c'est qu'on soit tous ensemble et qu'on travaille ensemble. Fait que moi, mon but ultime, c'est ça. Ça va être pas mal de réunir ce qui était part. Il y a même un frère qui a failli te faire pleurer cette journée-là, je pense. Ah oui, je sais. Ce mot Tadine-là, c'est ça. Ouais. Bon, mon taquin. En fait, ce qui est intéressant en tout cas, chez nous, c'est comme ça. Chez les autres grandes loges, je pense que c'est comme ça aussi, mais... Ouais. Mais en fait, c'est que tu n'es pas seul. On va te supporter dans ça. Notre travail à nous, c'est vraiment d'être là pour te supporter dans ton mandat. Ouais. Puis, il n'y a pas... Chez nous, ça ne marche pas, ça, les coups de poignard ou ce qu'on essaye de passer par-dessus, de prendre la place. Ouais. Quand la personne est prête, on va la supporter. Ouais. Puis... moi, je suis très honoré que tu aies pu... je pense que tu vas amener la Grande Loge encore tu vas pousser la pierre plus loin. C'est ça. On va aller la porter un petit peu plus loin. Oui. J'apprécie vraiment, Sylvain, tu sais, puis honnêtement, je pense pas que je l'aurais... Comme, tu sais, on se lance pas de fleurs là, présentement, mais tu sais, je pense pas que je l'aurais fait nécessairement si tu n'avais pas été là, tu sais. Parce que justement, comme tu dis, tu sais, pour moi, tu sais, prendre cette charge-là, c'est quand même, c'est du sérieux, là, tu sais. C'est plus, tu sais, j'avais une conversation avec une sœur un moment donné, puis je disais que une fois qu'on est rendu à la grande maîtrise, ce n'est plus le moment de faire des... oui, on peut faire des erreurs, pas de problème, tu sais, mais de faire des choses sans connaissance, c'est pas nécessairement sans connaissance, mais faire des choses naïvement ou juste ou prendre un poste pour prendre un poste puis rien faire avec, c'est plus l'endroit de faire ça parce que la grande maîtrise représente tous les frères et sœurs. T'sais. Au hockey, si on prend le sport du hockey, même le soccer, le foot, hein, si on revient avec le terme français, le foot, bon, il y a plusieurs ligues. T'sais. La ligue première, c'est les meilleurs qui sont là et ceux qui sont là, c'est qu'ils ont été reconnus comme tels, ils ont travaillé fort pour se rendre jusqu'à ce point-là et habituellement, mais nos erreurs et nos essais puis nos expérimentations, on va le faire dans les ligues plus bas, mais quand on est rendu là, c'est que c'est vraiment un travail qui doit être
bien fait, à l'équerre. Collectif. C'est un travail collectif. Ben oui, parce que c'est une équipe. C'est la même chose comme une équipe de sportifs. On travaille ensemble, tu sais. Mais on peut pas justement dire, ben moi, j'ai décidé de faire tout ça tout seul parce que ça va au détriment du groupe au complet. Donc, de prendre un poste comme ça, c'est que ça m'a pris vraiment du temps à réfléchir. Est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que je suis prêt de faire ce genre de choses-là, tu sais? Puis c'est quoi le travail, puis qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais, c'est quoi la charge qui vient avec ça? Parce que moi, j'ai déjà vu, je ne nommerai pas de nom, tu sais, mais j'ai déjà vu des gens qui disaient, ben moi, je veux être tel poste, puis finalement, il faisait rien à part se décrotter le nez, il faisait absolument rien, tu sais, parce qu'il était fier d'être dans ce poste-là, mais il faisait absolument rien. Moi, j'aimerais dire aux auditeurs là, que notre frère Franco, là, 2 mois avant l'élection, là, il était anxieux, nerveux. Jusqu'à la veille. Ah, jusqu'à la veille. Ah, oui. La veille, j'ai pas dormi. J'ai littéralement pas dormi. Bon, les gens ils vont dire, si j'aurais réussi à dormir, ça aurait pas été normal. Mais non, c'est normal. Je vais toujours me dire, est-ce que je remets, tu me connais, je suis un perfectionniste, donc je vais tout remettre en cause. La charge de grand maître, c'est pas seulement, c'est pas pour le pouvoir qu'on y va, mais c'est pour les frères et sœurs. C'est ça. C'est eux qu'on représente. Hein? C'est leur intérêt, c'est pas notre intérêt personnel. Ça revient, c'est intéressant parce que je le vois aussi comme tu le vois aussi, mais je le vois aussi comme du coaching, tu sais. Un grand maître, en plus d'être là pour présider toutes les commissions, puis d'être la face de la maçonnerie, disons, au Canada et tout ça, pour moi, c'est d'être un coach. On parle souvent du deuxième surveillant qui va prendre en charge les apprentis. Parfait. Tu as le premier surveillant qui va prendre en charge tous les compagnons, puis le vénérable maître qui est en charge de tous les maîtres de la loge. C'est pour ça qu'on l'appelle le premier maître. Mais qui va prendre soin du vénérable maître, tu sais? Puis moi, comme grand maître, une des premières choses que j'ai commencé à faire, puis j'ai annoncé ça à tous les vénérables maîtres, c'est que je vais être là comme un parrain, tu sais. Je suis pas parrain, mais je vais être là comme un coach, puis leur dire, bon, on va se rencontrer à tous les mois, on va regarder, est-ce que tu as des challenges? Qu'est-ce qui se passe? T'as-tu pensé à telle chose? Puis juste d'essayer de les aider, puis justement de les aider à ce qu'ils tracent leur propre plan, puis dire, hey, je pense à faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Ah, ouais, c'est peut-être une bonne idée. Ou peut-être, moi, personnellement, peut-être je le ferai pas, mais je te laisse expérimenter, puis amuse-toi, puis le mois prochain, ben, tu me diras comment ça s'est passé. T'sais. Mais d'être là, puis de les accompagner, pour moi, je pense que c'est ultra important. Si on aurait aujourd'hui en politique des maçons, ça irait pas aussi mal que ça dans le monde. Probablement, c'est pas le cas. Hein. Ouais. C'est pas le cas pour le moment, mais si je peux accompagner des gens présentement, ben ça va être mes frères et sœurs que je vais accompagner, tu sais. Puis pour peut-être qu'éventuellement, ben s'ils décident de se présenter dans d'autres choses, ben ils vont peut-être avoir un petit peu plus de bagages, puis moi, ben ça va fait, moi, mon travail va avoir été fait, tu sais. Donc, c'est un grand défi, tu sais, puis je sais pas comment ça va se passer. Je pense que ça va bien se passer parce que j'ai des bonnes intentions, mais on ne sait jamais, le fil à plomb peut toujours arriver et dire « Ah oui, on va te retester, mon frère, dans telle chose. » Et c'est pour ça que je dis que je vais faire de mon mieux. Puis ça va être grâce à toi, ça va être grâce à tous les autres frères et sœurs qui vont être là, même les membres de l'obédience qui vont faire en sorte qu'on va travailler ensemble. Peu importe si c'est un conseiller de l'ordre ou si c'est quelqu'un qui est membre d'une loge, on va travailler ensemble pour le progrès de l'humanité. Je pense que c'est ça qui est l'essentiel. Exact. Ouais. Et là, ça nous amène à notre sujet du jour. Oui! Sylvain, explique-nous ce qu'on est allé, toi puis moi, il y a quelques semaines de ça. Eh bien, on a été invité à l'émission, c'est une émission d'actualité, mais un peu satirique, à saveur conspirationniste. Ouais. Donc, on est allé à l'émission de Amélie Paul et Stéphane Hamel. Ah ouais. Donc, au départ, je suis tombé sur cette émission-là que j'ai commencé à écouter. Et Stéphane Hamel, qui est un frère que j'ai trouvé très courageux d'aller parler comme ça en ondes et de se révéler et de se faire tirer des choux, des insultes et tout ça. Et là, évidemment, puisque tout le monde se connaît en maçonnerie, finalement, il a décidé d'inviter des 33e degrés. Et il nous a sollicité pour y aller.
Alors, d'une part, j'étais réticent au début. Je me disais, je vais-tu vraiment... Est-ce que j'ai besoin de ça, là, d'aller... Dans une place de conspirationniste. D'aller dans une place comme ça. Ouais. Puis, tu sais, à la base, là, on va dire aux auditeurs que moi et Franco, il y a 20 ou 25 ans, on a fait partie de ce milieu-là. Et même moi, là, j'ai été quand même assez profond dans ce mouvement-là et je vous expliquerai comment j'en suis sorti. Ouais. Et d'aller là, parmi certains radicaux, se faire lancer des choux, des insultes et des injures et se faire traiter d'ignare et de toutes sortes de noms, eh bien, ça ne me tentait pas vraiment. Finalement, je me suis dit, eh bien, il n'y a pas beaucoup de frères et sœurs qui ont le courage de le faire. Ouais. Donc, on va le faire pour la cause. On va aller démystifier parce que la maçonnerie ne répond jamais, ne se défend pas devant toutes les fausses informations qui sont véhiculées à notre sujet. Donc, je me suis dit, bien, on va y aller. Et j'ai revêtu ma chemise Harley-Davidson pour montrer que on est des gens ordinaires. Parce que dans la pensée des conspirationnistes, eux, ils croient qu'un 33e degré, c'est un président d'entreprise multinationale, extra riche, qui possède un yacht, qui est pédophile. C'est pas ça qu'on a? Non, on n'a rien de ça. On n'a pas de yacht, on n'a pas... À part la dernière partie, là, que ça, je suis pas d'accord avec ça, là, tu sais, ce que tu viens de dire, là, mais le yacht, moi, j'ai pas de yacht, moi. Oh non. Non? Hein, bon, on n'a rien de ça. OK, bon. Alors, on est des gens très simples, issus de la classe moyenne, tout simplement. Ouais. Et je me rappelle, j'ai un ami, moi, un ami d'enfance qui habite à Québec et qui est dans les conspirations les plus profondes. Et quand il a su que j'étais maçon, parce que je me suis révélé à lui, il m'a dit « Mais ça se peut pas, ton père est camionneur. Ouais. Donc, c'est impossible que tu sois maçon. » Et là, je lui ai dit, mais il va voir au registre des entreprises du Québec, va voir à cet endroit, va voir cet endroit. Et finalement, il a pu constater que c'était tout vrai. Ah ouais. Et depuis ce temps-là, je parle beaucoup avec lui, et je le salue d'ailleurs, François. Donc, je parle beaucoup avec lui, il vient s'asseoir avec moi, puis là, il m'apporte des nouvelles, et là, il me dit, ben Sylvain, c'est-tu vrai, ça? Comme récemment, il m'amène la fameuse lettre d'Albert Pike, là, qui disait que... qui expliquait le nouvel ordre mondial et tout ça. Puis la première chose que j'ai dit, François, cette lettre-là, elle est fausse et je vais te dire pourquoi. Et d'ailleurs, si vous regardez tous les diplômes qui sont derrière, sur le mur en arrière... Ça va être difficile de voir parce que la caméra, je pense qu'elle ne monte pas tout. Oui, là, mais sur un document maçonnique officiel, il y a toujours 2 sceaux. Parce que dans chaque loge, en principe, c'est pas partout, mais il y a un gardien des sceaux, sinon il y a un secrétaire qui, lui, a 2 sceaux, qui est un sceau sec et un sceau humide. Et lorsqu'il y a un document officiel qui est signé par un suprême conseil ou un grand maître, eh bien, il va y avoir des sceaux qui vont être apposés. Donc, il n'y avait pas ces sceaux-là sur cette lettre-là. Donc, n'importe qui aurait pu écrire ça, la signer, mettre l'aigle du suprême conseil de Virginie. Mais, et puis, même plus loin que ça, Sylvain, tantôt, on parlait de l'intelligence artificielle. Et c'est facile maintenant de juste même via Photoshop et tout ça, tous ces sceaux-là peut être remis sur une image. C'est une image. Ben oui. Donc, tu sais, ça ne prouve plus rien. Puis c'est ça que c'est de voir... Tu sais, moi, quand j'avais quitté ce monde-là conspirationniste, puis tu sais, être conspirationniste, pour moi, c'est pas nécessairement négatif. Aujourd'hui, c'est plus une étiquette que la gauche nous colle dessus dès qu'on veut remettre quelque chose en question. Exact. Parce que c'est ça. Parce que pour moi, quand on se disait, tu sais, les gens disaient qu'on était conspirationniste, mais en réalité, on n'était pas conspirationniste, on est des chercheurs de vérité. Puis ça revient à la maçonnerie, tu sais. Je veux dire, toi, ton expérience que tu fais, c'est ta vérité. Moi, ce que je vis, c'est ma vérité. Puis entre nous deux, il y a une autre vérité. Parce que, tu sais, on a des points de vue différents, mais ça touche certaines affaires. Donc, de se questionner, de remettre en question, de remettre en question, de challenge, si je peux utiliser l'anglicisme, le challenger l'autre personne sur certains aspects, puis de philosopher avec, ou tout simplement échanger et des questions-réponses, va faire en sorte que, tu sais, on va découvrir l'autre personne, puis on va voir vraiment c'est quoi ses intentions. T'sais. Donc, quand on lit les choses sur Internet, comme tu disais, ben, c'est quoi l'intention de la personne? T'sais? À qui ça profite? C'est ça le plus important. Oui, on va y revenir là-dessus, mais juste avant, pour terminer sur l'émission d'Amélie Paul et Stéphane Hamel. Donc, après l'émission, je suis allé voir pendant quelques jours les commentaires qui étaient inscrits. Et à 95%, les commentaires étaient très positifs. Les gens ont vu un autre côté de la maçonnerie.
Et puis justement, c'est quoi le nom de l'émission exactement? Si tu parles d'Amélie Paul? En toute franchise. En toute franchise, oui. C'est sur YouTube. Ouais. Et ce que les gens ont découvert, c'est un peu ce que moi, j'avais découvert un jour, alors que je conduisais. Je me souviens, c'était... je traversais un village là, dans la Naudière, ici, qui s'appelle Saint-Esprit. Okay. Et pendant que je passais le village, j'ai eu une réflexion. Par le Saint-Esprit? Non, c'était pas par le Saint-Esprit, mais en tout cas, je ne le sais pas, peut-être que oui. Mais j'ai eu cette réflexion et je me suis dit, si vraiment il existe une élite qui contrôle le monde, bien, ils vont contrôler le narratif des gens qu'on qualifie de zombies ou d'endormis à partir de la position que j'étais à l'époque de conspirationniste, mais ils vont contrôler aussi le narratif des gens qui font partie des mouvements conspirationnistes. Et là, je me suis dit, bien, s'ils contrôlent le narratif des deux côtés, eh bien, l'information qui vient à moi n'est pas vraie. Elle est manipulée. Et c'est ce que j'ai fini par découvrir avec le temps, c'est que ceux qui gouvernent le monde ne sont pas nécessairement dans une société secrète. C'est des gens qui cherchent à dominer, à capitaliser. Ils ont une seule chose, leur dieu, c'est l'argent. Point. C'est ça. Et ces gens-là, souvent, sont à la tête de multinationales. Ils ont des lobbyistes avec eux. Et ces lobbyistes-là vont influencer des hauts fonctionnaires, des gouvernements, vont payer des campagnes politiques. Et c'est ces gens-là qui manipulent la démocratie. Exact. En fait, la démocratie, comme on la voit aujourd'hui, je pense qu'elle est erronée dans le sens que oui, il y a du débat, ça c'est correct, mais souvent le débat, il est orienté en fonction des multinationales qui décident qui et comment ça va se passer et qui, à travers les médias, ensuite vont lancer des scandales ou sortir des trucs pour faire tomber des gens qui ne véhiculent pas le message qu'eux veulent voir circuler. Donc, en gros, c'est ce qui m'a permis un peu de comprendre que il y a un narratif envers la maçonnerie. Et ce narratif-là provient principalement, comme j'ai dit tout à l'heure, bien de pays qui vont manipuler l'information pour des fins de sanctions économiques contre le Canada, mais aussi des religions qui ont des lobbyistes qui, eux, vont s'attaquer à la maçonnerie. On pense qu'il y a des pays là, qui sont où, si on est maçon, on est passible de la peine de mort là, ou de l'emprisonnement. Il y a certains pays que je ne peux pas porter mon tatou qui est là. Il va falloir que je mette des manches longues et c'est tout. Il va falloir que je cache ça. Effectivement. Donc, le narratif aujourd'hui que les gens qu'on qualifie de conspirationnistes, puis d'une part, là, moi, les conspirationnistes, c'est important qu'il y en ait dans une société parce que c'est un contre-pouvoir. Donc, ça permet de remettre en question l'autorité en place. Ça, c'est correct. C'est des chercheurs. Ils cherchent la bébite, puis c'est parfait, ça en prend. Le problème, c'est quand ces gens-là se radicalisent. Pareil comme de l'autre côté qu'on a vu dans la pandémie, il y a des gens qui se sont radicalisés, qui sont devenus des fous de l'Église du sanitarisme. Là, sont devenus complètement capotés. Mais à l'opposé, c'est la même chose. Donc, les gens qui, aujourd'hui, qu'on qualifie de conspirationnistes, qui s'opposent au narratif des autorités sanitaires ou de ce qui est en place, ben, sont eux-mêmes véhiculent un narratif similaire auquel ils ont adhéré, qui est celui contre la franc-maçonnerie. Donc, et c'est là que la liberté rentre en jeu. Parce que la liberté de penser, c'est une chose qu'on nous apprend en maçonnerie. On nous dit libre de bonne mœurs. Ça veut dire libre, ça veut dire ne pas avoir d'opinion tranchée sur un sujet ou polarisé d'une part ou d'une autre. Et aujourd'hui, les autorités en place nous amènent à devoir se polariser comme ça. Et dès qu'on adhère à une idéologie, on perd notre liberté parce qu'on se dogmatise. Donc, autant quand on va dans le côté où on obéit à la loi, au gouvernement, puis on devient de trop bons citoyens, on devient dogmatisé par une machine qui veut nous faire consommer. Donc, on devient un produit, autant que de l'autre côté, lorsqu'on devient un conspirationniste et qu'on se révolte contre le système, on devient aussi dogmatisé et on finit par se radicaliser. Le corps est noir, le corps est blanc. Exact. On est littéralement dans cette symbolique maçonnique. Là. Donc, la liberté, c'est vraiment d'avoir un pas de recul. Et moi, un jour, quand j'étais dans ces mouvements-là conspirationnistes, ou tu imaginais qu'il y avait un cercueil avec quelqu'un qui allait dormir là-dedans dans le sol.
sais, il y a eu notre frère Pierre, qui était ex-lieutenant détective, avec qui j'ai pas le même Pierre qu'on a parlé tantôt. Pierre, c'est ça. Avec qui j'ai eu l'occasion de travailler pendant longtemps. Et avant même de pouvoir travailler avec Pierre, qui était un ancien enquêteur, qui a formé des policiers, m'a induit un enseignement qui m'a permis d'avoir un pas de recul sur tout le côté conspirationniste. Et il me disait, supposons que j'arrivais, puis je disais, hey, Pierre, j'ai vu une vidéo, là, ils montrent telle affaire. Là, il me disait, bon, on va s'asseoir, puis on va regarder en termes d'enquête si on peut qualifier cette vidéo comme vraie. Donc, est-ce que tu as rencontré les personnes? Ben non, c'était aux États-Unis. OK. Est-ce que tu as interrogé les témoins? Non. Est-ce qu'il y a un mobile? À qui ça profite, ça, cette nouvelle-là? Ben oui. OK. Quels sont les intervenants? Est-ce que c'est des sources crédibles? As-tu été vérifié? Non. Ben là, il me disait, écoute, ça doit rester malheureusement du divertissement. Ça ne peut pas être pris pour du cash. Exact. Et aujourd'hui, avec les deepfake voice, les vidéos qui peuvent être animées avec des intelligences artificielles, fou, hein? Tout ce qu'on voit, autant dans les nouvelles, les médias stream, ou ce qu'on voit dans YouTube ou les trucs conspirationnistes, eh bien, on doit voir ça comme du divertissement. Et quand les gens disent « Ah, moi, j'ai fait mes recherches », mais si tu es allé écouter des vidéos YouTube, ça vaut rien. Ça vaut rien parce qu'il faut que tu ailles interroger les gens, il faut que tu ailles vérifier sur le terrain. Exact. Et c'est ce que font d'ailleurs... Pardon. C'est ce que font d'ailleurs certains journalistes qui vont aller enquêter. Les journalistes d'enquête, c'est ce qu'ils font. Donc, on dit des fois qu'ils sont truffés, que la nouvelle peut être orientée. Bon, oui, ça peut être vrai. Il faut savoir aussi que, par exemple, durant la pandémie, les médias vivaient une crise, parce que tous les gens se retournent vers Netflix, donc ils perdent des auditeurs. Et les médias, en état de crise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la pandémie puis ils en ont fait quelque chose d'énorme. Ils l'ont rendu pire que pire pour maintenir les gens dans la barre. Ils ont démonisé aussi les chercheurs et tout ça. Pour monter les codes d'écoute, parce qu'eux sont en crise. Donc, il faut avoir un pas de recul puis voir exactement qu'est-ce qui se passe dans le monde pour avoir vraiment un regard plus, je dirais, plus vrai. C'est exactement, pour moi, c'est exactement ce que le chercheur de vérité doit faire. J'en reviens encore à ce que je t'ai dit tantôt. On parle d'un carré noir, un carré blanc. De voir ce qui est vrai du faux, puis des fois, même si ce que tu penses qui est vrai, ça se peut pour quelqu'un d'autre, ce soit un faux aussi. Et la ligne qui est entre les deux s'appelle le discernement. Exact. Et tout ça, ça revient aussi, pour rester sur cette ligne-là, après ça, on continue dans les enseignements maçonniques, mais je trouve ça super intéressant. Le seul moyen pour rester entre cette ligne-là, c'est le fil à plomb. Parce que le fil à plomb va te faire aller vers la gauche ou vers la droite. Donc, vers l'expérimentation. Puis après ça, est-ce que tu veux vivre ça en souffrance ou tu veux vivre ça en conscience? Puis quand tantôt tu parlais de l'aspect de la COVID, il y en a beaucoup qui ont vécu ça en souffrance. Exact. Si on revient à l'émission qui était en toute franchise avec Émilie Paul puis notre frère Stéphane Hamel, justement, le fait d'aller là-bas, tantôt, tu disais que tu te sentais un peu, au départ, inconfortable. Parce que, c'est sûr qu'on ne s'attend pas vraiment à... il n'y a pas grand-chose qu'on peut s'attendre. On s'attendait à se faire garrocher des tomates. Oui, c'est ça. Oui, on pourrait dire ça. Se faire lancer des tomates et tout ça. Et je dois t'avouer que quand j'écoutais les commentaires, je l'adore. Amélie Paul, c'est la première fois que je la découvrais, que je pouvais avoir une conversation avec elle. Je l'ai trouvée sensationnelle comme fille. Et... on peut... Moi, un des commentaires que j'avais vu, puis en fait que j'ai lu, elle disait, le monde disait, est-ce que tu peux laisser parler Franco parce que tu fais juste parler par-dessus lui tout le temps, Ah, voici qu'est-ce qui se passe. Puis moi, je suis resté là, j'écoutais, puis OK, bon, mais sais-tu quoi? Voici qu'est-ce que j'en pense. Puis des fois, les deux, ils me reprenaient, puis là, j'attendais, non, puis là, je réaffirmais qu'est-ce que j'avais, Puis souvent... C'est drôle qu'est-ce que je veux dire, mais c'est que souvent dans le monde des conspirationnistes, ou même pas nécessairement dans le monde des conspirationnistes, mais qu'est-ce que j'ai pu voir durant la COVID, souvent les gens,
sais, on veut t'imposer une vérité. Puis dire, voici comment ça se passe, ça. Je dis pas qu'Amélie n'a pas fait ça, tu sais, mais elle reparlait souvent, mais au moins, elle me laissait la chance de non. Je prenais ma place quand même pour exprimer ce qu'il en était, puis ça a permis qu'elle, ça y a ouvert d'autres portes. Moi, ça m'a ouvert d'autres portes aussi sur d'autres pensées. Je trouve ça fantastique. Mais dans les commentaires par après, on voyait, comme tu disais, beaucoup de gens qui étaient très renfermés. Non, c'est ça la vérité. C'est de vouloir m'imposer une vérité. Il y a le cortège des fous de Dieu. Là, il y a eu le cortège des fous de Dieu aussi. Il n'y a rien qu'on peut changer avec ces gens-là. Ils détiennent la vérité. Mais je trouvais ça intéressant. Et je crois que Amélie Paul, je pense qu'elle a adoré ça. Stéphane a adoré ça aussi. Puis un des aspects dans les autres commentaires, donc comme je disais tantôt, il y avait certains commentaires qui disaient laissez-les parler. Mais autant que j'avais des bons commentaires de mon côté, autant qu'il y avait d'autres commentaires. Puis, un que je trouvais très drôle, et ça, encore une fois, ça revient à l'image. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Je suis un petit jeune. Je ne suis pas l'affaire à être grand. Ben, dans ce cas-là, si je n'étais pas encore grand-maître, je suis grand-maître à jouer, mais je ne suis pas l'affaire à être grand-maître, d'être 33e, parce que je m'habille en coton ouaté, j'ai très peu de cheveux blancs, donc je suis trop jeune, je peux pas être là, comme toi, ton père est camionneur, tu peux pas être 33e, c'est de voir cette image-là, puis c'était drôle, parce que la première chose qu'on leur avait dit, c'est que, si les gens disent, ben tu comprends rien parce que tu es 33e, ben tu dis, ben non, écoutez, on est 33 ans, on est membre du Suprême Conseil du Québec, on l'a annoncé, tout ça. Fait qu'on fait partie de cette organisation-là, en plus de la Grande Loge. Donc, il n'y a pas de problème. Si on a des questions, on peut nous poser. Et là, tout d'un coup, ben, une fois qu'on leur dévoile cette information-là, mais l'autre information, après ça, ils disent, mais vous n'êtes pas vraiment les 33e, c'est pas une organisation reconnue. Ah, OK. Donc là, maintenant, toi, par ton jugement, parce que tu as été dévoilé sur une image et tout ça, ben ça fait en sorte que là, mais là, voici, moi je déclare maintenant que ça, c'est la vérité. Puis là, je trouve ça bien drôle. Tu sais, le narratif auquel ils adhèrent leur a vendu l'image qu'un 33e degré, c'est quelqu'un qui est à la tête d'une méga entreprise multinationale qui possède beaucoup d'argent. Puis, ils peuvent pas dire, ils vont tomber dans le déni, ils peuvent pas dire ou reconnaître, ben oui, OK, ça pourrait être quelqu'un ça pourrait être n'importe qui, tu sais. Puis aujourd'hui encore, Jésus reviendrait dans notre société aujourd'hui. Et s'il ne correspond pas à l'image que les gens s'en ont faite, ils vont le crucifier encore. Ouais. Et un bel exemple, c'est le film Messie. Non, c'est une série. C'est une série Netflix. Sur Netflix, qui est sortie il y a 2 ans. Et il y a la CIA qui court après lui. Et c'est seulement qu'à la fin du film, tu finis par découvrir que c'était vraiment Jésus. Ah oui, c'est ça. Mais il ne répondait pas à l'image. Il disait que c'était un terroriste. Il ne répondait pas à l'image que les gens s'attendent de lui. Donc, c'est pareil avec la maçonnerie. Oui. Ils ont adhéré à un narratif que certains lobbies leur ont vendu. Puis, il faut dire aussi que la maçonnerie n'est pas appréciée des capitalistes et des gens qui gouvernent et qui ont des, je dirais, des croyances là, sur la domination ou le communisme ou la dictature. Fait que ces gens-là n'aiment pas les maçons parce que les maçons ont été les défenseurs de la liberté, de la démocratie. On sait, c'est des maçons qui ont amené la Charte des droits de l'homme de 1789, je pense, c'est ça. Ensuite, ou 1889, le droit de vote des femmes, la libération de l'esclavage, la création des États-Unis, la création des Nations unies au départ. Il y a beaucoup de choses qui ont été amenées par des maçons. Et ça dérange les gens qui, ne font pas partie de la maçonnerie, et de 2, qui veulent dominer sur les autres. Alors que la maçonnerie, ce qu'elle parle, c'est de créer une fraternité à travers le monde, tu sais. Dans l'émission, vu qu'on parle un peu de cette émission-là, puis on parle des conspirationnistes, durant toute l'entrevue qu'on a eue, y a-t-il des points spécifiques que tu te souviens qui t'ont marqué là-dedans? Comment ils nous approchaient pour certaines questions? Y a-t-il des aspects que tu disais, t'étais pas trop sûr?
d'une part, c'était pas évident toujours de pouvoir élaborer sur certains sujets parce qu'on se faisait bombarder de questions constamment. Puis c'est normal. Puis je pense qu'on va être réinvité de nouveau pour y retourner à cette émission. Mais d'ailleurs, j'aimerais ça, moi, les inviter dans notre émission. Oui. On va pouvoir... Ça serait bien, ça. On va pouvoir leur poser des questions. Ben oui, c'est ça. En tout cas, si on réussit à parler, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais oui. Ouais, moi, j'ai quand même bien aimé l'expérience, somme toute. Et je vais encore lire les commentaires de temps en temps. Parfois, j'aurais envie de répondre, mais la sagesse me dit, Sylvain, ferme-toi, réponds pas à ça. Ferme ta boîte. Les gens n'arrivent pas à croire qu'on peut être des maçons, qu'on peut être 33e degré. Donc, et je te dirais que dans tout mon processus maçonnique, la seule fois où j'ai révélé mon grade, ça a été celle-là. Parce que tout au long de mon parcours, j'ai jamais révélé mes grades maçonniques à un profane. Ouais. Je disais jamais quel grade j'étais. De sorte que des fois, j'ai rencontré d'autres conspirationnistes qui pensaient que j'étais 33 alors qu'à ce moment-là, j'étais 18e. C'est ça, t'étais 18e. Mais je leur disais pas. Je disais parce que je voulais pas me placer dans une position où l'ego prendrait place puis je dirais, ben garde, moi j'en sais plus que toi, je suis tel degré. T'sais. Donc, pour moi, ça a été un moment difficile de choisir d'aller à cette émission-là parce que ça demandait que je révèle mon grade. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, moi, j'ai toujours trouvé ça super passionnant. Pour moi, personnellement, c'était pas la première fois que je faisais des émissions où on pouvait avoir beaucoup de conspirationnistes qui étaient à l'écoute. Fait que moi, je suis un petit peu plus habitué, mais je t'avoue que de me faire poser des questions live, moi, j'aime toujours ça. T'sais. Moi, pour moi, qu'est-ce qui est le plus important, c'est pas d'imposer mes vérités parce que ça revient au même côté. T'sais, moi, tu as dit non, voici qu'est-ce que ça en est vraiment. Mais c'est de dire, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu été voir ça? Puis comme tu dis, de reposer ces questions-là fait en sorte que au moins tu donnes l'opportunité à la personne de dire finalement, j'avais peut-être tort. Ou plus ou moins, je suis pas trop sûr. Et à un moment donné, j'avais eu la même situation quand j'avais été voir le podcast de quelqu'un que je connais bien qui ne veut pas révéler son identité ou quoi que ce soit. Mais c'est une émission qui s'appelait le Podcast with Cheese. Puis lui, il a toujours été très curieux à propos de la maçonnerie. On a déjà fait des émissions ensemble dans le passé. Lui, étant comme non-maçon, il aime bien m'inviter et tout ça. Puis, donc là, moi, je parle avec lui. Puis, j'ai fait plein d'émissions avec lui, mais les gens qui l'écoutent, c'est beaucoup de conspirationnistes. Puis souvent, moi, quand j'exprimais mes points, c'était plus important pour eux. Tout ce que je disais, c'était des mensonges, de toute façon, parce qu'il veut nous donner un autre narratif. Autant que, ça revient, autant que, faut aussi se mettre dans leurs souliers. En voulant dire qu'eux vont lire des sites alternatifs. Je n'aimerais pas certaines personnes que tu connais, mais certaines personnes qui sont même venues dans notre temple prendre des photos, faire des articles genre de vlogs, puis des blogs à propos de ça, qui a rapport avec le peuple et tout ça, sans nommer de qui je parle. Oui. Et, ces gens-là vont dire, moi, je suis ces sites-là. Donc, le moment que, pour eux, c'est ça la vérité. Puis là, pour le moment que moi, je nomme quelque chose, une nouvelle alternative qui leur permettrait de juste d'éclaircir. Non, moi, je suis comme le mainstream média. Donc, je donne un autre narratif qui n'est pas le même qu'eux, mais je suis quasiment comme eux. Donc, je dis des mensonges. Je veux diviser au mieux diviser pour mieux régner. Ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est intéressant de voir tout ça, de voir tous ces narratifs-là, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça à la fin. Le bel exemple, c'est Albert Pike. Oui. Il y a beaucoup de gens qui publient des vidéos, puis le noircissent, ils le salissent. Mm-hmm. Et moi, j'invite les gens qui parlent comme ça, allez donc lire Morale et dogmes. Oui. Vous allez voir c'est quoi. Puis, nulle part dans ce livre-là, vous allez trouver une seule phrase qui parle de Satan ou de Lucifer. Oui. Puis cet homme-là qui parlait 16 langues, qui a fait son droit à l'âge de 40 ans, qui a été, généraux des Confédérés pendant 3 ans, mais finalement, il s'est rebellé puis il a quitté l'armée. Ce gars-là était trappeur, il a parlé, c'est lui qui a fait avoir des terres aux Autochtones, il a lutté pour les droits des Noirs alors qu'on l'accuse d'être fondateur du Ku Klux Klan, alors qu'il est allé chercher les lettres patentes pour le Prince Hall. Pour le Prince Hall, donc les loges noires afro-américaine aux États-Unis. Donc, tout ça, là, c'était complètement faux.
Mais personne ne va lire sur lui. Mais ils vont prendre les vidéos, ils vont l'écouter, ils vont dire « Ah, j'ai fait mon enquête. » Mais personne n'est allé voir. Cet homme-là, là, c'est un génie autant que Albert Einstein, là, pour son époque. Et quand on lit ses livres là, de morale et dogme, on s'aperçoit que cet homme-là avait un très haut niveau de conscience là, et de moralité. Là. Tu sais, dans les stades de moralité de Lawrence Kohlberg, là, on s'entend que ce monsieur-là, là, Albert Pike, c'était un 6 ou un 7, là, c'est sûr. Là. Alors que la majorité de la population ne dépasseront pas le niveau 4 ou 5. Là. Donc, vraiment, c'est loin d'être le personnage qu'on lui attribue. Là. Ouais. Non, c'est ça. C'est, tu sais, encore une fois, ça revient à on est malheureusement dans une génération Internet. C'est ça qu'on est. Et tu sais, en 1994, quand l'Internet a été fondé, on a dit que c'était l'autoroute de l'information. Aujourd'hui, cette autoroute-là, là, tu marches dessus avec les yeux bandés et tu pries pour ne pas te faire frapper. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, là, on est assailli par la désinformation, par les fraudeurs, par les pirates, par tous les... C'est presque dangereux de circuler sur Internet aujourd'hui. On ne peut pas rien croire, on ne peut pas rien voir. Moi, là, qui est un spécialiste de la fraude, là, ben, il y a 3 semaines, je me suis fait frauder. C'est très drôle, ça, quand tu m'as dit ça. C'est très drôle. Comment j'ai pu me faire attraper comme ça alors que je l'enseigne, tu sais? Mais les fraudeurs sont tellement rapides, sont tellement ingénieux. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Tu parles de 1994, quand on a créé l'Internet. En fait, non, l'Internet était déjà là avant, mais quand il est devenu vraiment public en 1994, on disait qu'on voulait... tu sais, c'était de fuir la réalité pour aller vers l'Internet, parce qu'on peut contacter un nouveau monde et il y avait plein de choses. Puis aujourd'hui, c'est le contraire. On veut fuir l'Internet pour revenir dans notre réalité. Là. De sortir de ça, de fermer nos téléphones. Il y a même eu des mouvements à un moment donné de tout simplement de se déconnecter de toute technologie. C'est très difficile là, de faire ça. Mais aujourd'hui, on est rendu là. On veut faire l'inverse parce que justement, c'est rendu à un point tellement grave que, c'est ça, c'est que les gens font juste ça. L'Internet est en train de nous détruire. En quelque sorte. Pourquoi tu dis ça? Au début, c'est venu pour nous informer, nous supporter, ça nous a amené la connaissance. Mais en ce moment, l'Internet est en train de se retourner contre nous parce que majoritairement, c'est utilisé par des pirates, des fraudeurs, des fausses informations et tout ça. Et là, c'est en train plutôt que d'élever l'humain à devenir meilleur, bien, il est en train de se radicaliser. Ben moi, je pense que ça vient juste avec l'éducation. Tu sais, on dit que en anglais, knowledge is power. Donc, le problème, c'est qu'on n'enseigne pas comment ça fonctionne, comment cet outil-là va fonctionner. La population n'a pas la maturité d'utiliser cette technologie-là. Comme l'intelligence artificielle, en ce moment, on n'a pas la maturité parce que la majorité de l'humanité, leur seul désir, c'est l'argent, vouloir dominer sur les autres. Donc, ils vont se servir de cet outil-là pour des fins de domination. Ils ne s'en serviront pas pour un bien collectif. C'est ça le problème. Donc, si on enseignerait à ces gens-là comment utiliser l'Internet. Tu sais, tout jeune, tu sais, toi, tu as un enfant maintenant qui va avoir, tu sais, qui a déjà dépassé 1 an. Moi, selon moi, tu sais, cet enfant-là, le moment qu'il va avoir l'âge qu'il va pouvoir... Ben, il apprend tout le temps. Là, il continue à apprendre, c'est important. Mais le moment qu'il va pouvoir comprendre c'est quoi cette technologie-là, comment l'utiliser, je pense que ça va être essentiel de lui enseigner justement les bienfaits puis les mal, puis dire fais attention à telle chose ou telle chose. En ce moment, on vit ce qu'un de mes amis professeurs d'université m'avait expliqué, qu'on est dans la période d'idiocratie. C'est-à-dire que, tu sais, pour, par exemple, un couple de jeunes riches, bien, ils vont avoir un enfant vers 30 ans, alors que le couple de gens pauvres, ils vont avoir 5 enfants. La petite fille va accoucher à 16 ans, puis rendu à 30 ans, ils ont 5 enfants. Tu sais. Et là, bien, c'est au niveau de l'éducation puis du savoir, mais il y a un problème. Là, il y a vraiment une dichotomie qui sépare les deux groupes. Là. Et ça dure depuis un certain temps. Tout
ça, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Puis, en tout cas, j'ai vraiment apprécié mon expérience. Tout ça pour dire que j'ai vraiment apprécié mon expérience à l'émission En toute franchise avec Amélie Paul. Puis, je vous invite tous à aller voir cette émission-là. En fait, on va le rajouter comme lien dans l'émission. Vous allez voir ça. À toutes les semaines, en fait, ils font des émissions. Même maintenant, je pense que c'est en direct et ils ont plusieurs milliers de personnes qui les écoutent tout le temps. Nous, on était allés là, on a parlé avec notre cœur, on a répondu aux questions. Il n'y avait absolument rien de préparé. Tu allais à la bonne franquette, qu'on pourrait dire. Franquette, exact. C'est ça. Puis, mais je suis content puisque il y a quand même eu beaucoup de commentaires positifs de gens qui... On a même eu des gens qui ont appliqué à la Grande Loge. Oui, bien, et ça, il y a des gens qui ont appliqué. Il y a aussi des gens qui sont venus à notre conférence maçonnique qu'on avait faite au mois de février avec notre frère François Padovani, qui était un grand succès. Parce que d'ailleurs, si on revient sur ce sujet-là aussi rapidement, François, je pense qu'on a eu à peu près au moins 70-80 personnes qui étaient présentes dans le temple pour la présentation de notre frère François. C'était la première fois que j'étais assis comme grand maître élu, pas encore installé, mais j'étais comme grand maître élu en plus pour cette tenue blanche ouverte. Donc, non, c'était un grand succès. Puis il y avait des gens qui nous avaient écoutés, qui étaient venus à cet endroit, qui étaient venus nous voir. Donc, super belle opportunité. Comme je disais, il va falloir qu'on les réinvite sur place. Puis si vous voulez vraiment tout écouter les sujets qu'on avait, je vous invite à la place d'aller voir l'émission. C'est super intéressant. Puis vous allez voir un peu comment deux maçons ont réussi à répondre à toutes les questions à gauche et à droite. Donc, non, c'est vraiment... Moi, c'est une belle expérience. Moi, je me suis amusé, régalé. Puis encore une fois, Amélie Paul, c'est une personne sensationnelle. Puis au départ, tu vois, même moi... En tant que je pourrais dire conspirationniste, dans ce modèle-là, j'avais un jugement contre elle. Parce que moi, j'écoutais les émissions qu'elle faisait. Et là, tu sais, je pense que c'est durant la COVID. À un moment donné, elle a eu une entrevue avec une madame qui s'appelle Guylaine Langto. Puis, et là, il parlait contre les francs-maçons. Puis ci, puis ça. Et là, moi, quand j'avais commencé à écouter ça, j'ai dit, oh mon Dieu. Ah ben, je vais aller l'écouter. Ah oui. Parce que je connais bien Mme Gis. Je sais. Ah oui, exact. Et là, j'écoutais cette émission, littéralement, ça ne faisait aucun sens. Et moi, ça m'a généré une certaine frustration, que je pourrais dire, tu sais. Et là, que par après, finalement, d'avoir l'opportunité de pouvoir vraiment rencontrer cette personne-là, parce que littéralement, je vivais de l'autre côté certains jugements, puis je me disais, je suis pas sûr, moi, si je devrais aller voir cette personne-là et tout ça. Et ça fait en sorte que quand je l'ai découvert, je dis, c'est une personne sensationnelle. Et même encore aujourd'hui, des émissions je faisais des émissions de radio avec eux, donc je nommerai pas les noms, mais ceux qui faisaient partie de Radio H2O, même encore aujourd'hui, vont donner des commentaires très durs envers elle, que c'est une conspi, c'est une si, elle connaît rien, c'est une folle et tout ça. Mais le fait de pouvoir faire cette émission-là, bizarrement, quand moi j'ai fait cette émission-là, ils n'ont pas vu l'émission, je ne sais pas pourquoi, ou sinon ils n'ont jamais donné aucun commentaire quand moi j'étais présent. Mais je peux vous garantir que la personne qui était là, c'est une chercheure de vérité. C'est sa vérité, mais elle est passionnée. Puis, sais-tu quoi? Si elle continue comme ça, tant mieux. À travers ses émissions avec Stéphane Hamel, elle a compris des choses. Elle a évolué beaucoup parce qu'elle s'aperçoit qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont des faussetés qui durent depuis des centaines, voire des siècles. Moi, récemment, je parlais avec des gens du milieu de la fraude là, qu'on parle ensemble. Et aujourd'hui, notre société, à peu près tout ce qu'on voit au niveau de la consommation, du système scolaire, du système politique, du système pharmaceutique, tout est empreint de fraude. Dans le sens que il y a eu un type là, dans les années 30 qui s'appelait Édouard Bernays qui a écrit des livres sur l'ingénierie sociale. Et lui, c'était le neveu de Sigmund Freud, le fameux père de la psychanalyse. Et même que le ministre Goebbels, le ministre de la propagande nazie, s'est inspiré des livres de Bernays pour monter son régime de propagande nazie. Et
Bernays, lui, il a conseillé les compagnies de tabac, les compagnies pharmaceutiques, des gouvernements, des pays sur des méthodes, comment manipuler la population puis amener les gens à penser d'une certaine façon. Donc, si on se rappelle, par exemple, dans les années 80, il y avait des médecins qui fumaient à la télé, là, dans les publicités, puis qui disaient que c'était bon pour la santé. Tout le monde a commencé à fumer. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est nocif pour la santé. Mais tout ça, c'était des lobbies puissants qui faisait véhiculer des messages pour des fins de profitabilité. Ouais. Puis c'est encore ça aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Et tout ça fait que là, maintenant, on commence à découvrir, bien, regardons, boire du vin. Avant, ils disaient que 2 verres de vin par jour, c'était bon pour le cardiaque, tout ça. Mais finalement, là, ils disent que c'est plus bon. Ah non? C'est pour ça qu'on boit... un verre. On a juste un verre qu'on a rempli quelques fois, mais c'est un verre seulement qu'on boit. Ils se sont aperçus que finalement, que c'était pas bon pour la santé, comme les produits laitiers, comme certains autres produits, comme la cigarette. Fait que le problème qu'on a aujourd'hui dans notre société, c'est que tout ce qu'on découvre avec la science, finalement, on s'aperçoit que la science d'autrefois, c'est une science de lobby, puis une science McKinsey, puis une science pour des fins de profitabilité. C'était pas nécessairement une science qui était nette. C'est une science orientée. Donc aujourd'hui, tranquillement, les vérités se découvrent. Puis, heureusement, les prochaines générations vont sûrement changer ça. Mais nos jeunes d'aujourd'hui, quand ils regardent comment est-ce qu'on fonctionne dans notre société, ils voient bien qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Là. Effectivement. Mon frère Sylvain, c'est la fin de l'émission. On a déjà fait 1 heure ensemble à parler d'un sujet très passionnant et intéressant. Encore une fois, merci beaucoup d'être... parmi nous aujourd'hui. C'est sûr qu'on aimerait ça voir Claudia un moment donné, donc il va falloir engager une gardienne. Je pense qu'on va demander aux membres Patreon s'ils veulent contribuer à une gardienne. Ça serait intéressant. Je ferai la gardienne. Tu feras la gardienne la prochaine fois. Bon, oui, c'est ça. Non, mais s'il y a un membre Patreon qui veut venir garder la petite, ça serait, il pourrait être juste à côté, il va participer, puis le bébé va être là, sans qu'on dévoile le bébé, bien entendu. Mais là-dessus, je vais te laisser avec ton mot de la fin, mon frère. Bien, moi, j'aimerais dire une chose aux gens qui sont encore dans les mouvements conspirationnistes. Moi, mon meilleur ami s'est suicidé parce qu'il s'est radicalisé. Puis, je me disais qu'un jour, lui, il s'appelait Sylvain aussi. C'était comme il a pris la place de mon frère pendant des années, mon frère de sang qui s'est effacé pendant 13 ans de ma vie. Et lui, il a pris sa place. Puis on a été tellement proches. Toutes les fins de semaine, on était ensemble. Puis, à un certain moment, j'ai pris un autre chemin où je suis sorti de ce monde-là. Et lui, là, il s'est radicalisé à s'isoler. Et je me disais qu'un jour, lui, c'est un ancien commando. Et je me disais qu'un jour, il allait finir par soit rentrer au Parlement puis tirer sur tout le monde, ou il allait se suicider. Wow. Il a choisi de se suicider finalement. J'ai prié beaucoup pour lui. Dans les dernières années, parce que moi, j'ai quitté le monde des conspirations en 2006, et jusqu'en 2015, lors de son décès, je l'ai amené dans des activités maçonniques. J'ai fait découvrir des choses. Je lui parlais beaucoup. Puis là, finalement, il m'appelait et il me disait, Sylvain, telle affaire, c'est quoi ça? Et encore aujourd'hui, j'ai plein de gens, des amis qui sont toujours dans ce milieu-là et qui m'appellent aujourd'hui, qui me disent, Sylvain, telle nouvelle, c'est-tu de la bouillie ou c'est vrai? Ouais. Donne-moi ton opinion. Tu sais. Et là, je lui dis, non, c'est pas comme ça que ça marche, la maçonnerie. C'est de telle façon. C'est ça. Et je suis très transparent. Là, je leur donne tous les renseignements. Donc, ce que je dirais aujourd'hui, et d'ailleurs, j'ai collaboré avec le Centre anti-radicalisation de Montréal pour faire une série, justement pour raconter mon histoire, où j'ai fait partie de ce mouvement-là, puis finalement, j'en suis sorti. Et à un certain niveau aussi, je me suis radicalisé à cette époque-là. Ouais. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait la vidéo. Pas vrai? Parce que je me suis écouté après, puis je dis, mais voyons donc, j'étais vraiment là. Et je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti parce qu'il y a eu des maçons autour de moi qui sont venus me parler, des gens proches aussi, qui m'ont permis de sortir de ce milieu-là et de discerner le vrai du faux. Et je les remercie aujourd'hui. Donc, ce que je dirais, en terminant, si vous êtes de ce mouvement-là, bien, venez nous poser des questions. On va vous répondre avec notre cœur. On va vous répondre. On peut vous apporter des preuves, si vous voulez. C'est ça. Donc,
venez nous parler. On ne peut pas vous révéler les secrets Macénérie en Loge, mais on va quand même être très transparent puis vous expliquer les choses comme il se doit. Tu sais, ça revient à n'importe quoi qui se passe dans le monde quand on va nécessairement conspirationner, peu importe, là. Mais Yoda, tu sais, il disait toujours que, la frustration va devenir une rage. Tu sais, la rage va venir... Tu sais, cette rage-là, des fois, va donner une passion tellement négative qui va t'envoyer vers la souffrance, tu sais. Puis c'est là qui vient le côté obscur, tu sais. C'est que tout ça va générer une frustration immense que peut-être un jour, il y a quelqu'un qui va décider... Tu sais, c'est peut-être ce que je vais dire, mais des fois, tu sais, quand on voit des shootings puis des gens qui vont faire des tueries et tout ça, je ne sais pas tout nécessairement ça, là, c'est pas ça que je dis, là, mais des fois, il y a des gens, tu vas voir, ils vont tellement souffrir, soit qu'ils vont vouloir s'enlever la vie, soit qu'ils vont vouloir enlever la vie de certaines personnes, ou ils vont vouloir faire des gestes radicaux qui vont faire en sorte que ça va rendre la vie des gens plus misérable, parce qu'eux, ils souffrent. Là, fait que faut faire attention avec tout ça, puis je peux bien comprendre là, ce que tu dis. Quand tu rentres dans ce mouvement-là, tu ne broies que du noir. Là. Moi, je me souviens, j'ai lu les premiers livres, c'était ceux de David Icke, Les enfants de la matrice. Après ça, le livre jaune, écoute, tu lis ça. Tu t'en veux à toute la société. Tu es envieux, tu es en colère en dedans. Puis, écoute, dans les enfants de la matrice, là, il t'explique que là, il y a des enfants qui sont enfermés dans des cages, qui sont violentés. Là, c'est fou, là, mais... Est-ce que moi, je dispose des moyens pour aller vérifier ça? C'est ça? Non. Mais on nous lave le cerveau avec ça quand tu lis ça. Puis là, tu prends ça pour du cash, puis tu penses que c'est vrai, puis tu viens vraiment fâché. Fait que toutes ces années-là que tu es dans le mouvement conspirationniste, tu es en colère. Puis tu bois que du noir. Et là, je me rappelle une citation du général Sun Tzu qui disait « L'art de la guerre repose sur la duperie ». Donc, de tromper, le mensonge. Donc, tout le narratif qui est donné sur la maçonnerie oriente les gens à vraiment s'en aller vers la colère, c'est la faute des maçons, mais pendant qu'on t'envoie ton regard là, les vraies choses, ils se passent là. Les magiciens, c'est ce qu'ils font, ils font pas disparaître... L'art de déception, C'est ça. Donc, c'est... Voilà. Très intéressant. Encore une fois, un grand merci, Sylvain, pour ce sujet-là aujourd'hui, qui est très relax. En ce vendredi saint, il faut se le dire, aujourd'hui, on est le 7 avril, en fait, vendredi le 7 avril. Donc, un grand merci aujourd'hui d'être parmi nous, mon frère Sylvain, malgré le verglas qui se passe présentement au Québec, qui a permis que tu viennes dormir à la maison parce qu'il n'y a pas d'électricité, il fallait le dire aussi. Oui. Donc, tu es venu à la maison, puis une histoire qui était quand même drôle, je vais y aller avec mon mot de la fin en même temps, c'est que en ce vendredi saint, tu sais, tous nos frères et sœurs européens n'ont peut-être pas cette réalité-là, mais le Québec est quand même assez particulier, hein? Le Québec va avoir des saisons. Tu sais, nous, on est 4 saisons. Donc, autant qu'on a l'été, l'automne, l'hiver et le printemps, nous, notre hiver est quand même assez spécial. Donc, il se peut qu'au mois d'avril, on ait encore de la neige. Il se peut aussi qu'au mois de mai, des fois, on peut avoir encore des tempêtes de neige. Ça peut arriver. Donc, on va avoir des fluctuations de température. Donc, disons, la semaine prochaine, là, présentement, on est à 2 degrés Celsius. Il y a 2 jours, on était à -5, on va à 2. Et là, à partir de lundi, on est 15 degrés, 14-15 jusqu'à 20 degrés Celsius. Donc, on va s'amuser. Nous, au Québec, ça joue comme ça. Et c'est pas à cause nécessairement du réchauffement climatique. Là, on le dit tout de suite. Là, le Québec, ça a toujours été comme ça. C'est à cause des francs-maçons. C'est à cause des francs-maçons. Contrôle la température. Oui, surtout le 33 degrés. Tu sais. Oui. Et donc, là, nous, on a eu, durant les derniers jours, on a eu un avertissement de pluie verglaçante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il va commencer à pleuvoir, puis donc, la température va faire 1 degré, puis va descendre jusqu'à -1. Donc là, il va y avoir de la pluie qui va devenir de la glace. Et littéralement, le Québec, je pense que la dernière fois, c'est en 98 qu'on avait eu la dernière crise du verglas. Donc là, à Montréal et toutes les alentours, donc les Laurentides, la Naudière, on a tout tombé sous la glace. Donc là, le système électrique
québécois. On parle de, je pense qu'il avait dit 1 300 000. 300 000 moins 300 000 pannes. On est 6 millions d'habitants. On est 6 millions d'habitants, donc c'est quand même quasiment un sixième de la population qui a manqué d'électricité. Et qu'est-ce qui était drôle, c'est que jeudi, quand la crise elle est arrivée, nous, à la maison, on a perdu l'électricité, l'Internet et tout ça à partir de 22h et durant toute la nuit. Donc, on n'a pas eu d'électricité, il faisait quand même un peu froid. Bon, c'est correct. Et moi, je t'envoie un message qui dit « On n'a toujours pas d'électricité. » Et toi, je pense à 7h le matin, qui me dit « Hey! » Il dit « Viens à la maison, à Montréal, où que je suis. On est quand même... privilégié. On a encore de l'électricité. La vie est belle. C'est parfait. » Donc là, il est 8h le matin. Moi puis ma femme qui doit travailler, tout ça. Donc, moi, je ne peux pas aller nécessairement au bureau parce que ma femme a besoin aussi de l'Internet. Donc, on s'est dit, c'est quoi? On va aller chez Sylvain. Donc, ça va Sylvain et Claudia. C'est beau, on s'amuse, on travaille, ça va bien toute la matinée. Et là, à l'heure du midi, on s'en va manger à la Belle et le Bœuf. C'est merveilleux. Et là, tout d'un coup, boum! Plus d'électricité. Et depuis ce temps-là, notre frère Sylvain n'a plus d'électricité chez eux. Donc, on a dit, sais-tu quoi, Sylvain? Là, maintenant, c'est nous de t'accueillir. Donc, viens à la maison. Donc, tu as passé la soirée à la maison. On s'est bien amusé. Puis là, tu vois, le lendemain matin, on se fait une belle émission. Puis, je pense que c'est ça que le grand architecte voulait que tu fasses. En réalité, il voulait il a conspiré en arrêtant l'électricité partout au Québec pour que tu viennes à la maison afin qu'on puisse faire une émission de radio dans l'électricité, dans la lumière et tout ça. Donc, c'est merveilleux. Moi, je trouve ça parfait. Et comme tu finis sur la note de conspiration, je vous rappellerai qu'au siècle des Lumières, les conspirationnistes, c'était les maçons à l'époque. C'est ça. Ils sont devenus les conspirateurs puisqu'on a vraiment conspiré, semble-t-il, pour renverser des gouvernements. Et c'est ça. Donc, tout ça pour dire que mon mot de la fin... Merci aux conspirationnistes, merci au grand architecte de l'univers qui nous a réussi à faire une belle émission aujourd'hui. Et sinon, encore une fois, merci à tous nos membres Patreon. Merci à notre commanditaire premium qui est no-colonne.com, encore une fois, qui nous aide à toutes les régalias, qui nous aide pour notre émission maçonnique. Encore une fois, merci Vincent. Et sinon, on a quand même 4 forfaits. Hein? On a le forfait à 3 $, le forfait à 5 $, le forfait à 7 $ et le fameux forfait à 33 $ qui vous êtes le maître du monde. Vous dominez mon écran ici qui dit qu'on a présentement 224 372 vues sur notre site YouTube et 2620 abonnés de notre page YouTube. Donc, youtube.com/sous-le-bandeau. Donc, si vous voulez participer comme membre Patreon, c'est très simple. Vous allez sur patreon.com/sous-le-bandeau et vous allez voir nos émissions. Habituellement, qu'est-ce que j'essaie de faire maintenant? C'est de mettre nos émissions audio en privilégié, en fait, pour nos membres Patreon pendant environ une semaine ou deux. Et par après, on va publier l'émission vidéo sur YouTube. Donc, si vous aimez ça, patreon.com/sous-le-bandeau. Encore une fois, comme je disais tantôt, on a notre page YouTube, donc youtube.com/sous-le-bandeau. Notre page Facebook, facebook.com/sous-le-bandeau, parce qu'on a toutes nos publications qu'on fait tout le temps. Et sinon, on a aussi notre site web sous-le-bandeau.ca. D'ailleurs, tantôt, on avait parlé de l'autre émission précédente, l'émission 67 à propos de l'intelligence artificielle. J'ai utilisé plein d'outils pour faire des chandails. Là, malheureusement, j'ai encore l'ancien chandail sous le bandeau. Donc, j'ai mon hoodie, qu'on pourrait dire en bon anglais, mon chandail, mon ancien chandail de l'émission sous le bandeau. Mais avec un outil qui s'appelle Midjourney, j'ai fait un nouveau logo, en fait, pour un chandail qui a été créé 100% par l'intelligence artificielle que j'ai mis disponible sur notre boutique en ligne. Donc, si vous allez voir sur notre site web, sous-le-bandeau.ca, vous allez sous l'onglet boutique, vous allez voir ce chandail-là qui est disponible, qui est super beau. C'est mon premier essai. Je peux faire plein d'autres essais pour plein d'autres chandails, mais c'est fantastique de voir comment que l'intelligence artificielle peut être finalement à notre service. Donc, vous irez voir ça. Notre page Facebook. Puis sinon, comme je disais, mon nom est Franco, puis je vous dis... attends, oui, quoi? Oui, juste quoi? Une précision. Une précision. C'est bel et bien du vin qu'il y a dans ça. C'est pas de l'adrénochrome ni du sang humain. Exactement. Non, parce que notre fournisseur ici, Monsieur Chapoutier, j'espère qu'il fait pas ça. Mais tout ça pour dire, M. Sylvain, on va regarder ici. Donc, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde. Puis mon nom est Franco, puis je vous dis... à une prochaine épisode. Ciao, ciao.